Son personnage déteste le mien parce que je suis avec sa femme. Je ne sais pas si j'ai aidé Daniel à prendre sa décision. Nous avons parlé de cette période. Je lui ai dit, vas-y, fais-le. Compris? Fonce. Il incarnait l'espion le plus cool du monde, mais loin des caméras. Pierce Brosnan a dû affronter des épreuves pour lesquelles aucun scénario n'aurait pu le préparer. Gloire, chagrin, trahison et 5 noms qu'il n'a jamais oubliés. Pour la première fois, l'homme derrière Sept brise le silence. Des amitiés perdues aux trahisons les plus froides, ces 5 acteurs ont laissé une empreinte indélébile. L'un a décroché le rôle de ses rêves, un autre a transformé le tournage en cauchemar. Un autre encore a failli tout détruire. Qui sont-ils? Et que s'est-il réellement passé? Les réponses pourraient vous surprendre. Il ne s'agit pas de ragots. C'est une affaire personnelle. Timothy Dalton. Lorsque Pierce Brosnan a entendu les premières rumeurs selon lesquelles Timothy Dalton aurait été choisi pour incarner James Bond, ce n'était pas seulement une perte professionnelle, c'était une perte personnelle. Les deux hommes n'étaient pas ennemis. En fait, ils étaient amis, ce qui rendait la situation encore plus pénible. Au milieu des années 1980, Brosnan avait été personnellement choisi par le producteur de James Bond, Albert Cubby, Broccoli, comme l'avenir de la franchise. Tout semblait réuni pour qu'il incarne l'idéal. Il avait le physique, le charisme et le charme. Même la veuve Diane Fleming avait déclaré que Pierce correspondait parfaitement à l'idéal que son défunt mari avait imaginé pour Bond. Mais alors que l'attente était à son comble, un événement inattendu a anéanti ses espoirs. Brosnan tenait le rôle principal dans Remington Steele. Et lorsque la série fut annulée en 1986, il semblait enfin libre d'enfiler le smoking de Bond. Broccoli l'avait clairement indiqué. Si Brosnan avait le talent d'acteur, le rôle était à lui. Il ne s'agissait pas de simples rumeurs. Brosnan avait été invité à rencontrer l'équipe de James Bond sur le tournage de Rien que pour vos yeux, où son épouse de l'époque, Cassandra Harris, tenait un rôle. Tout le monde s'attendait à ce qu'il devienne le prochain Set. Mais dès que les rumeurs concernant James Bond ont commencé à circuler, NBC a flairé une opportunité d'audience. La chaîne a annulé la diffusion de Remington Steele et a commandé de nouveaux épisodes. En raison de ses obligations contractuelles, Brosnan a été contraint de refuser le rôle. C'était démoralisant. Et c'est alors que Timothy Dalton est entré en scène. Dalton figurait sur la liste des candidats pour le rôle de James Bond depuis des années, même avant Brosnan. Et lorsque l'occasion s'est présentée à nouveau, on lui a offert le rôle. Brosnan n'a pu qu'assister, impuissant, à la performance de son ami proche qui acceptait le rôle qui lui avait été promis. Dans un milieu où règnent les coups bas et l'opportunisme, Dalton n'avait rien fait de mal. Il n'était qu'un plan B. Mais pour Pierce, c'était comme perdre une opportunité unique au profit de quelqu'un qu'il connaissait bien. J'ai dû faire bonne figure, a déclaré Brosnan. Ce sourire dissimulait une immense déception, tant personnelle que professionnelle. L'interprétation de Bond par Dalton rompait avec le charme et l'humour de Roger Moore. Son Bond était plus dur, plus intense et plus réaliste. Un changement délibéré pour refléter les tensions de la guerre froide. Mais cette évolution n'a pas fait l'unanimité. Si Tuer n'est pas joué, 1987, a connu un succès international, Permis de tuer, 1989, a déçu aux États-Unis, ne rapportant que 34 millions de dollars. Nombre de critiques et de fans ont estimé que le film manquait de l'étincelle que Brosnan aurait pu y insuffler. Rétrospectivement, certains ont même avancé que Dalton n'était qu'un intérimaire, un remplaçant temporaire en attendant le retour de Brosnan. Mais sur le moment, on avait l'impression que la porte était définitivement fermée. Voir un ami devenir le symbole de tout ce qu'on lui a pris a été insupportable. Une véritable torture pour Brosnan. Cet ami, Dalton, incarne précisément cela. Il devient le symbole de la souffrance, s'appropriant totalement le personnage. Cela signifiait que Brosnan devait alors faire face à la terrible réalité. Sa femme bien-aimée, Cassandra, était atteinte d'un cancer des ovaires. Cette souffrance venait s'ajouter à la douleur professionnelle. Le rêve qui était devenu Bond était, pour elle plus encore que pour lui, un rêve. Elle avait cru en lui avant tout le monde. À présent, malade, Brosnan perdait sa chance d'incarner Bond. Et celui qui allait le remplacer était un ancien compagnon de plaisanteries et de vers. Brosnan a continué à travailler pendant les années que les fans appellent désormais les « années perdues », entre 1986 et 1994. Il a joué l'espion dans le 4e protocole et a enfilé le costume pour des publicités Coca-Cola Light qui suggéraient un style à la Ellington pour Bond sans jamais le nommer.
Il est resté présent sur la scène médiatique, mais la blessure ne s'est jamais complètement estompée. Durant ces années de calme, Bond devint un fantôme hantant sa carrière. Le Bond de Dalton était flamboyant et éphémère. Le moment de Brosnan ne sembla jamais venir. Puis, en 1994, lorsque Dalton a finalement quitté ses fonctions et que la franchise a pris un nouveau tournant, Brosnan a été appelé à la rescousse. Enfin, le rôle était à lui. Pourtant, le poids des émotions était encore vif. Même après que Brosnan soit devenu l'interprète officiel de James Bond, avec son premier film, GoldenEye, en 1995, période durant laquelle la franchise a connu un essor fulgurant et a engrangé plus de 350 millions de dollars à l'international. Il n'a jamais tenu de propos acerbes publiquement à l'égard de Dalton, mais ses proches connaissaient parfaitement la situation. Dalton représentait un obstacle imprévu. On type bien, oui, mais au fond du cœur de Brosnan, une profonde douleur s'estompa un instant. Pierce ne détestait pas Timothy. Il détestait ce que Timothy représentait, une porte fermée, un rêve brisé et une promesse non tenue, comme l'a résumé un initié du secteur. Pourtant, avec le temps, ces aspérités n'ont pas disparu. L'héritage de James Bond incarné par Brosnan est devenu iconique. 4 films, plus de 1 milliard de dollars de recettes et toute une génération pour qui il était l'incarnation même de 7. Mais derrière cette image lisse, se cachait l'ombre de Timothy Dalton, un ami devenu rival. Non par malice, mais par un cruel coup du sort et des contrats. Dans une carrière bâtie sur le charme, ce n'était pas si difficile. Vous le succès de Dalton, mais Brosnan était censé être le premier. Si vous pensiez que perdre Bond au profit d'un ami était dur, attendez de voir ce que Pierce a perdu ensuite. Pour le monde entier, Christopher Brosnan n'était que le fils adoptif de Pierce Brosnan. Mais pour Pierce, il représentait bien plus. Il était une seconde chance d'être père, une paternité qu'il n'avait jamais connue. Christopher est entré dans la vie de Pierce lorsque celui-ci a épousé l'actrice Cassandra Harris en 1980. Cassandra avait 2 enfants d'un précédent mariage, Charlotte et Christopher. À la mort de leur père biologique, l'acteur Dermot Harris, en 1986, Pierce les a légalement adoptés. Ils lui ont pris son nom, mais surtout, ils lui ont pris son amour. Il est devenu le père qu'il n'avait jamais eu, promettant de leur donner tout ce qui lui avait été refusé durant son enfance brisée. Au début, Christopher semblait s'épanouir sous la tutelle de Pierce. Il était brillant, énergique et très proche de sa sœur et de son demi-frère cadet, Sean. Pierce a dit un jour que lorsque Cassandra et les enfants sont entrés dans sa vie, il ne s'agissait pas d'être père, mais de fonder une famille. Pendant plusieurs années, ils ont vécu en parfaite harmonie. Mais lorsqu'un drame survint en 1991, tout bascula. Cassandra apprit qu'elle était atteinte d'un cancer des ovaires et décéda après 4 années d'une lutte acharnée. Sa mort bouleverse sa famille. Pierce perdit la femme qui lui avait apporté la stabilité et Christopher perdit la personne qui avait toujours été son pilier émotionnel. Christopher n'avait que 19 ans lorsque Cassandra mourut et cette perte le bouleversa plus profondément que quiconque ne l'aurait imaginé. Tandis que Pierce noyait son chagrin dans le travail et son rôle de père, Christopher sombra silencieusement dans le désespoir. Il s'efforçait de rester proche de sa famille en travaillant dans l'ombre sur les films de James Bond de Pierce, comme Demain ne meurt jamais et Le monde ne suffit pas. Mais des signes d'instabilité apparaissaient. En 1996, Christopher fut condamné à une amende d'1 livre sterling pour conduite en état d'ivresse. 1 an plus tard, il fut de nouveau arrêté et condamné cette fois à 3 mois de prison pour récidive. Pierce tenta de l'aider, prenant en charge les frais de justice et faisant preuve d'apaisement. Mais quelque chose de plus profond s'était brisé. Après les arrestations, ce fut le tour des substances. Christopher a sombré dans le milieu underground londonien de la drogue, s'essayant au GHB puis aux drogues dures. La dépendance s'est installée rapidement. Il s'est effondré devant une boîte de nuit londonienne et est tombé dans le coma. En 2012, à 32 ans, il a été de nouveau arrêté pour possession de stupéfiants. La presse à scandale s'est montrée impitoyable, s'attardant davantage sur son nom de famille que sur son état de santé. Pour eux, il n'était que le fils drogué de l'acteur qui incarnait James Bond. Mais pour Pierce, c'était un véritable cauchemar. Son fils adoptif disparaissait sous ses yeux, comme Cassandra l'avait fait. Une autre vie s'éteignait sous un poids qu'il ne pouvait soulever. Pierce s'était investi corps et âme dans sa famille. Ce n'était pas seulement l'amour des enfants. Il avait besoin d'eux. Ses enfants lui donnaient un ancrage dans un milieu qui, si souvent, dépouillait les hommes de leur âme. Mais Christopher devint l'incarnation de ce que Pierce haïssait le plus. L'impuissance.
Il avait été présent pour Cassandra à chaque séance de chimiothérapie, à chaque hospitalisation, à chaque nuit blanche, et malgré tout, il l'avait perdue. Et maintenant, tandis qu'il voyait la même douleur consumer Christopher, il n'en ressentait que trop fortement l'impuissance. Un jour, seul, Pierce confia à un ami. « Je déteste ce que ce monde lui a fait. Je déteste n'avoir rien pu faire pour l'empêcher. » En 2024, Christopher avait disparu pendant près de 20 ans. Puis vint la photo de Slayer. Les paparazzi l'ont trouvé devant une épicerie à Londres, à Highbury, marqué par les épreuves et complètement seul. Il n'avait que 51 ans, mais paraissait avoir beaucoup souffert. Le contraste avec ceux qui se souviennent de lui comme du petit garçon souriant aux côtés de Pierce sur les tapis rouges est saisissant. Il n'est plus que l'ombre de l'homme qu'il aurait pu devenir. Quel contraste avec les plateaux hollywoodiens et les dîners de famille. Leur monde était bien loin du rythme de vie que Pierce avait autrefois tenté d'instaurer, bien qu'il ne se soit jamais exprimé publiquement contre lui. Le silence de Pierce en disait long. Il révélait le ressentiment, la honte et la douleur qui le rongeaient. Christopher n'a jamais vraiment eu de funérailles, pas de celles avec des larmes et des souvenirs. Il n'a jamais connu la mort. Il s'est simplement éteint. La dépendance l'a rongé petit à petit, année après année, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un étranger. Pierce avait enterré Cassandra. Puis, en 2013, il a enterré Charlotte, sa fille adoptive, importée par le même cancer que sa mère. Perdre Christopher des suites d'une autre maladie, née du traumatisme et du chagrin, marquait le début d'une triste trilogie de pertes. 3 de ses êtres les plus chers. 3 vies fauchées par des forces contre lesquelles Pierce était impuissant. Dans les médias et sur les forums, Pierce reste relativement discret au sujet de Christopher. Cependant, lorsqu'il prend la parole, il le fait presque comme s'il avait préparé son discours. Certaines sources affirment néanmoins qu'il garde le silence tout en s'assurant d'être informé de la situation. Il envoyait de l'aide par l'intermédiaire de tiers et appelait aussi quelques amis à Londres pour se tenir au courant de la situation de l'acteur. Il ne lâchait jamais prise. Pourtant, finalement, il a appris à lâcher prise, à confier un ami. Parfois, l'amour ne suffit pas, disait-il. Parfois, la personne que l'on essaie de sauver ne veut pas être sauvée. Et c'est à peu près tout ce qui précède. Plus que Dalton, plus que les dirigeants du studio qui l'ont trahi, c'est ce que Pierce déteste encore le plus, Daniel Craig. Lorsque Pierce Brosnan a raccroché le smoking après Murs un autre jour en 2002, il était loin de se douter que ce serait la dernière fois qu'il incarnerait James Bond. Il n'était pas seulement la star d'une franchise à 1 milliard de dollars. Il a incarné Bond pour toute une génération. Ce dernier film avait rapporté 431 millions de dollars, devenant ainsi le James Bond le plus lucratif de l'époque. Brosnan était au sommet de sa forme, en pleine possession de ses moyens physiques, s'entraînant pour le prochain opus et proposant déjà des idées créatives pour Bond 21. Tout se déroulait comme prévu jusqu'à ce qu'un simple coup de fil mette fin à tout en 47 secondes. Vous étiez un excellent James Bond. Merci beaucoup. Au revoir. Tel fut le message, transmis froidement et sans cérémonie. En coulisses, Eon Productions avait pris sa décision des mois avant d'appeler Brosnan. Il voulait un James Bond plus jeune, quelqu'un pour relancer la franchise et lui donner une tournure plus sombre. Ce que Brosnan ignorait, c'est que pendant qu'il assurait la promotion de Murs un autre jour, les producteurs avaient déjà fait passer des essais à d'autres acteurs, dont Daniel Craig. Des courriels internes allaient plus tard révéler une réalité brutale. Brosnan était jugé trop cher, trop vieux et, ironiquement, trop Bond. Son propre succès avait causé sa perte, et le rôle qui avait sauvé la MGM de la faillite et fait de lui une icône mondiale lui fut cédé avec une indifférence choquante. Brosnan était anéanti. La trahison l'avait profondément blessé, non seulement par son licenciement, mais aussi par la manière dont il avait été perpétré. Après 4 films de James Bond à succès, après près de 10 ans de loyauté, aucune rencontre, aucun adieu, aucun geste de remerciement, juste un coup de fil alors qu'il était seul sur le lieu de tournage aux Bahamas. Il a déclaré plus tard, « C'était absolument choquant. J'étais complètement abasourdi. Je croyais qu'on tournait le 21 et James Bond. » Le caractère soudain de ce renvoi et le silence du studio furent vécus comme un coup de poignard dans le dos. Quant à celui qui allait le remplacer, Daniel Craig, un acteur que Pierce ne connaissait pas personnellement. Il allait devenir le symbole de tout ce qu'on lui avait pris. Lorsque Casino Royale fut annoncé avec Daniel Craig dans le rôle de James Bond, la réaction fut immédiate. Les fans de longue date s'interrogèrent sur le choix d'un acteur blond et peu connu. Brosnan, encore marqué par la blessure, a vu la franchise qu'il avait contribué à relancer se reconstruire sans lui. Il a tenté de rester courtois lors des interviews.
déclarant « Je lui souhaite le meilleur », mais sa douleur était palpable. Selon des sources proches du dossier, Brosnan s'est senti trahi, non seulement par le studio, mais aussi par l'absence totale de prise de contact personnel de Craig. Aucun appel, aucun message, aucune reconnaissance pour l'homme qui avait maintenu la franchise en vie tout au long des années 1990. Pourtant, Casino Royale devint un immense succès commercial. L'interprétation brutale et intense de Bond par Craig fut saluée par la critique. C'était un film plus sombre, sans glamour, plus Jason Bourne que Roger Moore. Il a rapporté 616 millions de dollars et a contribué à redéfinir la franchise auprès d'une nouvelle génération. Pour Brosnan, ce succès fut doux amer. D'un côté, Bond a survécu. De l'autre, le monde a survécu sans lui. Il dira plus tard que c'était comme voir quelqu'un d'autre élever son enfant. Il a perdu bien plus qu'un rôle. Il a été effacé de l'avenir de ce qu'il avait contribué à reconstruire sur ses cendres. L'autre enjeu était celui de son identité. La carrière de Brosnan après James Bond a été fortement compromise suite à son renvoi. Son cachet est passé de 12 millions à 3 millions de dollars. Les studios estimaient qu'il était trop associé à Bond pour être viable ailleurs, ce qui correspondait à la description qu'ils en faisaient. Il était trop Bond, pouvait-on lire dans une note interne d'un cadre. Même l'entourage de Pierce a dû se réduire. Il a licencié 12 personnes par la suite. La dépression était profonde. Ses enfants l'ont vu pleurer pour la première fois. Le refus des producteurs de James Bond a été vécu comme un abandon, non seulement professionnel, mais aussi personnel. C'était tout simplement regrettable que la franchise n'ait pas fait appel à Brosnan. Il a passé beaucoup de temps à tenter de se relancer, enchaînant les films indépendants et les comédies romantiques avant de compléter sa filmographie avec des blockbusters comme Black Adam. Bond était de l'ombre de la franchise. Brosnan a vu Craig tourner 5 films en 15 ans, son attitude trahissant sa désapprobation. Il ne l'a jamais critiqué ouvertement, mais ses commentaires au fil des ans ont clairement montré qu'il estimait que tout le processus aurait pu être mieux géré. Il aurait fallu plus de finesse, plus de classe, a-t-il déclaré lors d'une rare occasion où il s'est exprimé avec franchise. Au lieu de le congédier, ils auraient pu fêter ça. En final, Brosnan ne haïssait pas Daniel Craig en tant qu'homme. Il haïssait ce que Craig représentait. L'abandon du studio, le silence, le renvoi brutal après 10 ans de collaboration. Craig n'a jamais été le méchant, mais dans l'esprit de Brosnan, il est devenu le remplaçant symbolique, l'homme qui a obtenu le futur Pierce promis, et cette souffrance silencieuse ne s'est jamais estompée. Brosnan l'accepte avec élégance, mais ses proches affirment que Bond lui a laissé de profondes cicatrices, et Craig en fera toujours partie. Préparez-vous à être sidéré, car la suite est tout simplement incroyable. Il ne s'agissait pas de contrat ou de casting. C'était une affaire personnelle. Et ça a mal tourné. Pierce Brosnan, star incontournable du film, est reconnu comme l'un des acteurs les plus humbles et les plus accessibles d'Hollywood. Malgré des décennies d'épreuves, de trahison professionnelle et de traumatisme émotionnel, il a su préserver sa réputation de professionnalisme et de force tranquille. C'est pourquoi, lorsque des rumeurs de tension sur le tournage de Mamma Mia ont circulé, son nom a surprise, jusqu'à ce que de plus amples informations soient révélées. La tension n'était pas due à Pierce, mais à quelqu'un d'autre. Une partenaire légendaire, décrite par les initiés comme une diva de premier plan, avait transformé l'ambiance joyeuse du tournage en une véritable cocotte-minute. Et Brosnan détestait chaque minute. Christine Baranski, membre du casting des 2 films Mamma Mia, a révélé en 2025 qu'un de ses partenaires avait rendu le tournage cauchemardesque. Sans le nommer, fans et proches du projet ont rapidement spéculé. Beaucoup ont pointé du doigt la star du casting, mais l'entourage de Brosnan a tenu à préciser que Pierce n'était pas en cause. Il en était la victime. Réputé pour sa chaleur et sa patience sur le plateau, Brosnan s'est violemment heurté à une personne qui exigeait des réécritures constantes, arrivait en retard et traitait les membres de l'équipe comme de simples figurants. Il a failli quitter le tournage de Mamma Mia. On y est encore, a révélé plus tard un assistant de production. Pierce avait rejoint le casting de Mamma Mia après des années de rôles intenses, de James Bond, de thrillers et de drames. Le film était censé être une bouffée d'air frais. Avec son décor méditerranéen et son ambiance musicale apaisante, le lieu semblait idéal pour se ressourcer et s'amuser. Mais au lieu de cela, il s'est retrouvé pris au piège d'un conflit créatif avec une personne qui contrôlait l'atmosphère de toute la production. Chaque jour était une épreuve, a confié un autre membre de l'équipe. Serait-elle agréable aujourd'hui ou ferait-elle pleurer quelqu'un? Cette incohérence allait à l'encontre de toutes les convictions de Brosnan. Ce qui rendait la situation plus personnelle pour Pierce, c'était son lien avec les thèmes du film.
Mamma Mia parlait d'amour, de seconde chance et de famille, des valeurs qui lui étaient chères après la perte de sa femme, Cassandra, et de sa fille, Charlotte. Pour lui, jouer dans ce film était bien plus qu'un simple cachet. C'était une forme d'expression émotionnelle. Mais sa partenaire à l'écran ne partageait pas ce sentiment. D'après les témoignages, elle aurait considéré le film comme indigne d'elle, formulant des remarques passives-agressives sur le scénario, les costumes et les autres membres de la distribution. Pour Pierce, formé au théâtre shakespearien, au mime et au théâtre classique, un tel manque de respect était inacceptable. Brosnan, quant à lui, aurait fait de son mieux pour garder son calme, selon plusieurs membres de l'équipe, malgré ce manque de respect manifeste. Un jour, l'actrice a refusé de répéter tant que sa loge ne serait pas déplacée plus près du plateau. Un autre jour, elle a exigé de changer de costume juste avant le tournage. Brosnan, tentant apparemment d'apaiser les tensions, aurait dit au réalisateur « Tournez la scène, tout simplement. Je m'adapterai. » Cependant, sa frustration grandissait. Il détestait la façon dont elle traitait son entourage. Un décorateur a dit « C'est le genre de type à serrer la main des chefs électriciens. » Elle ne les regardait même pas dans les yeux. La version de Pierce n'était pas due à l'ego. Tout cela découlait de ses valeurs. Une ténacité tranquille avait été le fondement même sur lequel Pierce avait bâti toute sa carrière. Enfant, ayant grandi sans père et ballotté de famille en famille, Pierce avait appris à ses dépens l'importance de la bienveillance et de la constance. Les épreuves douloureuses qu'il a traversées, notamment la perte, l'ont rendu très empathique. Aussi, voir quelqu'un saboter une production entière par des caprices et des sautes d'humeur l'a profondément marqué. Il a dit que cela lui rappelait tout ce qu'il détestait à Hollywood. Une vieille amie a fini par me confier son narcissisme, sa cruauté et son sentiment de supériorité. Pour ne rien arranger, certains tabloïds ont tenté de manipuler l'histoire pour soutenir l'actrice. Les preuves supposées étaient des photos de Brosnan, le montrant tantôt tendu, tantôt frustré, interprété comme le désignant comme la cause des problèmes. Mais des sources proches de la production ont tenu des propos contraires. Il protégeait les gens, a affirmé un assistant réalisateur. Il détestait l'ambiance sur le plateau. Il détestait que personne n'ose la confronter, mais il ne s'est jamais emporté. Il a simplement pris ses distances. Et lorsque le tournage du film fut enfin terminé, Brosnan a séché plusieurs événements promotionnels, non par dépit, mais par épuisement. Il avait besoin de temps pour se remettre de ce qui s'était avéré être l'un des tournages les plus éprouvants de sa carrière. Depuis, Brosnan n'a jamais nommé l'actrice publiquement, et ce silence est éloquent. Sa colère n'était pas manifeste. C'était calme et persistant. Il détestait ce que cette expérience représentait, un affrontement d'ego dans un espace joyeux. Cet incident lui rappelait que, sur le long chemin qui le mènerait vers le succès, il y aurait toujours des gens capables de transformer la lumière en ténèbres. Si la comédie musicale a offert au public un moment de rire et de nostalgie pour Pierce Brosnan, elle a ravivé le souvenir d'un des rares acteurs avec lesquels il avait vraiment détesté travailler, et d'une des rares collaborations professionnelles qu'il ne souhaitait plus jamais renouer. Pour Pierce, ce n'était pas tant le désordre que la désillusion face à ce que le projet était censé représenter. Mamma Mia était censé être une lueur d'espoir après des années d'obscurité. C'était l'occasion pour lui de retrouver la joie, de se libérer du poids des liens, de l'angoisse et des tragédies personnelles. Au lieu de cela, cela lui rappela que même dans les endroits les plus fastueux, le poisson pouvait se cacher. Juste au moment où l'on pensait que la cruauté ne pouvait pas être pire, Hollywood a prouvé le contraire. Le dirigeant de l'industrie. S'il y a bien une personne dans la vie de Pierce Brosnan qui suscite une haine viscérale, ce n'est ni un acteur, ni un partenaire à l'écran, ni un critique. C'est ce dirigeant anonyme qui a mis fin à son règne de James Bond d'un simple coup de fil, sans la moindre émotion. Après 4 films à succès et près d'une décennie dans la peau de Sept, Brosnan se préparait à un 5e opus triomphal. Il avait passé son temps à imaginer des scénarios, à se maintenir en pleine forme et à proposer des idées pour ce qui allait devenir le 21 et James Bond. Mais par un après-midi tranquille aux Bahamas en 2004, tout s'est effondré. Le téléphone a sonné à 14h47. La voix à l'autre bout du fil n'était même pas celle d'un producteur, mais celle d'un intermédiaire qui lui annonçait la nouvelle. Vous étiez un excellent James Bond. Merci beaucoup. Au revoir. Il n'y a eu ni réunion, ni avertissement, ni dîner d'adieu, ni poignée de main. La conversation n'a duré que 47 secondes. Pour Brosnan, ce n'était pas un simple licenciement, mais une exécution publique menée en privé. À ce moment-là, Meurs un autre jour venait de devenir le James Bond le plus lucratif de l'histoire, avec 430 et 1 million de dollars de recettes mondiales.
Brosnan avait réalisé 4 films qui avaient rapporté plus de 1 milliard de dollars, relancé une franchise qui avait failli s'effondrer et fait découvrir Bond à une nouvelle génération. Rien de tout cela n'avait d'importance. La décision avait été prise des mois auparavant. Le studio souhaitait un James Bond plus jeune, une nouvelle orientation et une rupture nette. Brosnan ne partageait pas cette vision. L'homme qui l'a congédié n'a même pas eu la décence de le lui dire en face. En coulisses, des courriels internes au studio ont révélé que les dirigeants avaient déjà fait passer des essais à des remplaçants pendant 2 ans, alors que Pierce occupait encore le rôle. Il a été mis à l'écart en catémini, persuadé d'être encore l'avenir de la franchise. Pour ne rien arranger, le moment choisi était celui où il était le plus vulnérable, seul sur le lieu de tournage, sans aucun contact avec son équipe. Des professionnels du secteur ont par la suite admis que cette tactique n'était pas fortuite. L'un d'eux a déclaré sans ambages. Ils ont attendu qu'il soit isolé. Ils ne voulaient pas de résistance. Brosnan, resté fidèle à la franchise Bond même lorsqu'elle a failli s'effondrer dans les années 90, a été écarté avec une efficacité glaçante. Le nom du dirigeant responsable n'a jamais été divulgué publiquement, mais dans le milieu, on sait de qui il s'agit. Figure montante et du studio à l'époque. Cet homme voyait en Brosnan non pas une icône ou un partenaire, mais un obstacle. Il le jugeait trop cher, trop vieux et, paradoxalement, trop Bond. Son image impeccable était devenue à la fois sa marque de fabrique et son talon d'Achille. Les studios ne savaient plus quoi lui confier. Dès qu'il a été écarté, son cachet a chuté de 12 millions de dollars par film à seulement 3 millions. Il a dû se séparer de 12 membres de son équipe. Les projets en développement s'évaporèrent. En 3 jours seulement, Pierce Brosnan passa du statut de star parmi les plus rentables d'Hollywood à celui d'un homme cherchant désespérément à se redéfinir. Ses amis expliqueront plus tard que le traumatisme émotionnel fut immense. Brosnan sombre dans une profonde dépression. Ses enfants le virent pleurer, chose qui ne s'était quasiment jamais produite, même après la mort de leur mère. Il était anéanti, confie à un ami proche de longue date. Il avait tout donné à Bond, et puis il a été effacé. C'était bien plus que la perte d'un rôle. C'était de la perte de son identité, la perte d'années de travail, la perte d'un héritage qu'il s'efforçait encore de construire. La décision créative en elle-même a peut-être été moins douloureuse que la froideur avec laquelle elle a été mise en œuvre. Non pas simplement annulée, mais effacée de la mémoire par l'intéressé lui-même. À la sortie de la bande-annonce de Casino Royale, Brosnan semblait endurer sa souffrance en silence, la regardant sans poser de questions ni faire de commentaires. Bien que Brosnan lui-même ait peu parlé du sujet, ses proches disaient percevoir sa profonde douleur. Il s'était battu 2 fois pour obtenir ce rôle. Une première fois dans les années 80, lorsque NBC l'avait bloqué avec Remington Steele, et une seconde fois après avoir perdu Cassandra Harris, celle-là même qui lui avait permis de décrocher le rôle. Finalement, en 1994, ce fut non seulement une victoire pour lui, mais aussi l'accomplissement d'une promesse faite à sa femme, ce qui rendit la trahison d'autant plus difficile à accepter. Il n'avait pas simplement été remplacé. Il avait reçu un coup de poignard dans le dos, porté par le système même qu'il avait contribué à maintenir en vie. Au fil des ans, Brosnan a évité de nommer publiquement le dirigeant en question, mais son mépris est indéniable. Il en a parlé dans des interviews, qualifiant ce moment de profondément choquant, brutal et irrespectueux. Depuis, Brosnan a quasiment relancé sa carrière grâce à des films comme The Matador, The Ghost Rider et son rôle de docteur, Fate dans Black Adam. Mais cette cicatrice demeure. Contrairement à d'autres griefs rejetés, à des amis qui ont pris des rôles, à des fils emportés par la toxicomanie, à des collègues à l'ego surdimensionné, ce n'était pas personnel. C'était systémique, une décision d'entreprise prise de manière détachée. Pour un homme qui valorise la loyauté, cette trahison fut un véritable coup de poignard. On ne revoit jamais Brosnan dans l'univers de James Bond. Aucune apparition, aucune participation à la promotion, même pas en tant que membre occasionnel. Les demandes d'apparition, émanant aussi bien des fans que de la presse, ont été poliment ignorées. La blessure doit être profonde. Bien que le dirigeant reste anonyme publiquement, pour Pierce, c'est lui qui a mis fin à une époque sans élégance, sans honneur, et sans même le regarder dans les yeux. Cette décision hante Brosnan depuis le début de sa longue carrière marquée par l'angoisse. Pourtant, un silence encore plus cinglant suivit. Pas un seul coup de fil des producteurs. Aucun hommage, aucun montage de remerciements. Aucun communiqué de presse pour honorer sa mémoire. Hollywood est passé à autre chose. Pour un homme qui avait littéralement risqué sa vie en réalisant lui-même ses cascades, notamment un saut à l'élastique vertigineux dans GoldenEye, c'était assourdissant.
Si cette histoire vous a autant captivé que nous, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour découvrir d'autres révélations sur les coulisses et de laisser un commentaire. Quel acteur vous a le plus surpris? Et ce n'est pas tout! Cliquez sur la vidéo suivante pour explorer encore plus en profondeur les histoires inédites d'Hollywood.